Joe Biden, justement, quel rôle joue-t-il dans les événements de la nuit dernière? C'est vrai que les Israéliens tiennent à montrer que l'offensive n'est pas massive ni majeure, on vient de le dire. Ils présentent cela comme une simple opération antiterroriste. Mathieu Mabin, bonjour, on vous retrouve en direct de Washington. Faut-il y voir finalement la main du département d'État américain qui s'évertue à retenir les ardeurs israéliennes sur Rafah depuis des mois maintenant? Oui, incontestablement. Je vais essayer de ne pas répéter ce que vient de dire Bruno, mais le changement de méthode semble évident, effectivement. On est loin de la réaction militaire israélienne qu'on a pu observer durant les jours et les semaines qui ont suivi le 7 octobre, évidemment. Depuis le déclenchement des premières opérations terrestres israéliennes dans l'enclave palestinienne et les bombardements massifs qui ont concrètement parfois transformé certaines régions de Gaza en véritables parkings. Le bilan humain colossal constaté dans la population palestinienne à Gaza a clairement fait perdre la guerre de la communication à l'État d'Israël jusqu'à présent. Alors bien sûr, dans les chancelleries occidentales, personne n'a oublié le pogrom du 7 octobre, personne n'a oublié les otages et les images insoutenables de ces femmes, de ces enfants martyrisés par l'organisation islamiste, mais de leur côté, les opinions arabes se sont rapidement faites le relais du drame que vit la population de Gaza, cette fois depuis 7 mois maintenant. Une souffrance qui a clairement impacté jusqu'aux consciences collectives occidentales, américaines et européennes, à grand renfort d'images sordides relayées sur tout ce que le monde compte de réseaux sociaux. S'il y a bien une réalité dont vous et moi pouvons témoigner, c'est que le rythme cardiaque, en quelque sorte, du discours diplomatique occidental est au diapason de celui des opinions occidentales. Et donc, la pression exercée par le département d'État, pour en revenir à votre question, et la Maison-Blanche, bien sûr, sur l'armée israélienne, pour qu'elle épargne les populations, produit effectivement des effets concrets sur le terrain. Comme on s'y attendait, l'opération militaire qui commence n'est pas précédée d'un tapis de bombes dévastatrices cette fois. Et cette fois, ce sont les relais des diplomates arabes dans l'enclave palestinienne qui se portent garant de la création de zones refuges pour la population. On va voir si ça fonctionne. On voit clairement apparaître une sorte de dialogue tripartite dont Israël est quasiment exclu dans le fond. Un dialogue entre les diplomates d'Égypte et du Qatar d'une part, les ONG qui évidemment jouent un rôle crucial et qui œuvrent encore sur place et qui maintiennent tant bien que mal les chaînes alimentaires d'urgence et les dernières structures hospitalières. Et enfin, cet acteur par qui la catastrophe est arrivée, dans le fond, la branche armée du Hamas, évidemment. En clair, l'armée israélienne ne peut plus faire ce qu'elle veut dans Gaza. Il y aura bien une opération qui vise à la destruction totale de l'organisation terroriste armée et à la libération des otages, mais elle se fera selon les règles imposées par les diplomates arabes avec le soutien de Washington et en concertation avec les émissaires du Qatar et d'Égypte. Pas de paix à Gaza tant qu'un seul combattant du Hamas portera encore les armes et sans que le dernier otage soit libéré ou déclaré mort. Mais très concrètement, cela va se traduire pour l'armée israélienne par une opération d'infanterie de grande ampleur. Or, les états-majors israéliens le savent, cela va se traduire pour Tsahal concrètement par des pertes beaucoup plus élevées qu'à l'accoutumée. Parce que les militaires israéliens devront aller chercher le millier de combattants approximativement du Hamas retranchés dans Rafah, un par un, maison par maison, rue par rue et tunnel après tunnel. Évidemment, les officiers du Pentagone que nous avons contactés n'en font plus mystère d'ailleurs. En prenant la porte de Rafah, l'armée israélienne enferme les combattants du Hamas dans une nasse dont ils ne pourront plus sortir que morts, blessés ou les bras en l'air. Et ça fait aujourd'hui, Mathieu, 7 mois que la guerre à Gaza a commencé, après l'attaque du Hamas en territoire israélien. On parlait tout à l'heure à 15h dans le journal de l'explosion des actes antisémites en France. Aux États-Unis, est-ce que c'est la même chose ? Oui, ici aux États-Unis, l'augmentation des actes antisémites mesurés par l'échelon fédéral était déjà en hausse avant le 7 octobre. Clairement, il ne s'agissait déjà pas d'un phénomène marginal, mais bien de quelque chose d'inquiétant et véhiculé par le discours décomplexé de l'extrême droite américaine. Une extrême droite
ancienne, désinhibée par, évidemment, l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2017. Mais le phénomène qui frappe l'Amérique aujourd'hui a littéralement relégué cet antisémitisme-là, cet antisémitisme d'extrême droite, quasiment au second plan. Le rejet de la politique israélienne formulé par tout un pan de la gauche américaine, notamment, désormais, et notamment porté par la presque totalité des organisations qui se disent représenter et défendre les droits des minorités. Ce rejet, encore une fois, suscité par le flot ininterrompu des images du calvaire auquel est soumise la population de Gaza depuis 7 mois, ce rejet a libéré un antisémitisme forcené et assumé qui se cachait jusqu'à présent derrière des formules alambiquées ou un antisionisme vaguement toléré, y compris par quelques figures de la gauche américaine. On pense notamment à la garde rapprochée de Bernie Sanders, par exemple. Quand on évolue sur les campus américains aujourd'hui, comme les équipes de France 24 l'ont fait un peu partout aux États-Unis ces dernières semaines, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu sidéré par une forme de confusion des sentiments qui animent quelques leaders étudiants convaincus pourtant de défendre la cause palestinienne. Et c'est encore les étudiants juifs qui en parlent le mieux d'ailleurs. Des étudiants qui, dans leur grande majorité, sont d'abord sensibles au discours de la gauche israélienne, c'est-à-dire fermement hostiles à la politique de Benjamin Netanyahou concrètement, et évidemment favorables à l'émergence de 2 États, et bien entendu hostiles à la politique de colonisation menée en Cisjordanie en ce moment. Mais clairement, dans le sillage des horreurs que l'on voit à Gaza, bien sûr, dans le sillage des horreurs du 7 octobre, au cœur de ces universités d'élite, Harvard, Columbia, l'université George Washington, ici, dans la capitale, et bien d'autres encore, si on n'y prend pas garde, on peut clairement avoir la sensation que tous les verrous idéologiques sautent les uns après les autres, tous les tabous, et jusqu'à ce qui touchait jusqu'à présent quasiment au sacré, comme les commémorations de la Shoah. C'est aujourd'hui aux États-Unis. Attention, il ne s'agit pas ici de se perdre en généralité, mais il est quand même permis de se demander comment, en 2024, sur les campus des universités les plus prestigieuses du monde, c'est de ça qu'on parle, on peut désormais entendre des slogans qui appellent ouvertement à l'effacement de l'État d'Israël de la carte, ni plus ni moins. Aujourd'hui, ces épisodes rendent clairement possible le réveil d'une sorte d'antisémitisme dormant qui a fait exploser concrètement le nombre des actes antisémites jusqu'à 400% depuis le 7 octobre dernier aux États-Unis. Et tout cela est bien inquiétant. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces informations depuis Washington.